Bonjour à tous, je suis Alice Fabas, je suis donc en fin de thèse au département d'optique et plus particulièrement dans l'unité CIO qui est donc composants et instruments optroniques. Et je vais aujourd'hui vous présenter les résultats de ma thèse dont l'intitulé est Résonateur de Helmholtz optique simplifié pour la détection spécifique de molécules. C'est une thèse qui est dirigée par M. Riyad Haïdar, encadrée par M. Patrick Bouchon et cofinancée par l'ONERA et l'École polytechnique. Alors, brièvement, le sommaire de la présentation, tout d'abord, je vais vous faire un petit peu des généralités sur le contexte scientifique dans lequel s'inscrit la thèse. Je vous présenterai ensuite donc, ces résonateurs de Helmholtz dans une forme simplifiée et dans une configuration en réflexion. Je vous montrerai des résultats sur leur application à la détection de molécules. Brièvement, je parlerai de ces mêmes résonateurs dans une configuration en transmission et puis on terminera par une conclusion et des perspectives. Alors, le contexte scientifique, de manière assez générale, ma thèse s'inscrit dans un contexte de nanophotonique et de plasmonique. Donc, je vais étudier l'interaction entre la lumière et la matière à des petites échelles, à l'échelle micrométrique, voire nanométrique. Et pour ce qui est de la plasmonique, donc, on va étudier des structures avec des matériaux métalliques et des matériaux diélectriques. Et il se trouve qu'en fait, à l'interface entre ces deux types de matériaux, il y a une onde qui existe, qui s'appelle le placement de surface, qui en fait résulte du déplacement des électrons à la surface du métal. Et donc ces placements vont interagir avec la lumière incidente et ils vont permettre de manipuler la lumière. Et donc grâce à ça, on va pouvoir faire des structures qui vont permettre de manipuler la lumière et de créer des composants optiques à une échelle plus petite. Donc soit on va reprendre des fonctions optiques qui existent et on va les miniaturiser, soit on va pouvoir créer de nouvelles fonctions optiques. Et en plus de manipuler la lumière, en fait, ces structures permettent de vraiment la confiner. Donc ici, vous voyez l'exemple d'un substrat d'or dans lequel il y a des fentes qui sont faites, des toutes petites fentes, et on voit vraiment que la lumière vient se concentrer à l'intérieur de ces petites fentes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que localement, on va avoir des champs qui sont très intenses et qui sont exaltés. Donc ça veut dire que notamment pour le champ électrique, qui est le champ qui va nous intéresser par la suite. L'intensité du champ électrique, par exemple, à l'intérieur de ces petites fentes, va être 1000 ou 10 000 fois plus grande que l'intensité qu'on envoie avec notre onde incidente. Et donc, ça va être très intéressant pour exalter ce qui s'appelle des interactions entre la lumière et la matière. Et donc, en général, on va chercher à avoir des structures qui ont des facteurs d'exaltation les plus élevés possibles. L'interaction à laquelle moi je m'intéresse, c'est l'absorption des molécules. Donc lorsqu'on envoie de la lumière sur une molécule, une partie de cette lumière est absorbée et permet d'avoir des vibrations dans la molécule. Ces vibrations, leur fréquence, elle est essentiellement dans la gamme infrarouge, notamment entre 5 et 10 microns, qu'on va appeler la zone d'empreinte. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fréquence d'absorption, on peut associer la vibration d'un groupe moléculaire. Et donc lorsqu'on a un spectre comme celui-ci, on a différentes absorptions avec différentes fréquences auxquelles on va pouvoir associer certains groupes moléculaires et donc reconstituer un petit peu les différents groupes qui constituent notre molécule. Donc on a vraiment une bijection en fait entre une absorption, une fréquence d'absorption et une molécule. Le problème, c'est qu'en fait, le seuil de déactivité de cette technique est relativement faible. Et c'est là que vont intervenir nos nanostructures métalliques, puisqu'en fait, l'absorption des molécules est directement proportionnelle à l'intensité du champ électrique dans lequel elles sont placées. Et donc, si on a une structure, par exemple, qui concentre le champ ici au niveau de ses extrémités, et qu'on vient placer les molécules, si le champ ici est 1000 fois ou 10 000 fois plus intense que le champ incident, l'absorption des molécules va être 1000 ou 10 000 fois plus importante que si on envoyait simplement un faisceau lumineux dessus. Alors, cette technique s'appelle l'absorption infrarouge exaltée de surface. En cours, ça se dit CERA, et c'est maintenant comme ça que je l'appellerai dans la suite de la présentation. Ici, c'est un exemple relativement connu dans la littérature d'un barreau d'or. Donc vous voyez que l'exaltation du champ électrique est importante au niveau de ses extrémités. Ce barreau, il est recouvert d'une monocouche de molécules. Et lorsque l'absorption de ces molécules coïncide avec la résonance du barreau, vous voyez qu'on voit des petits sauts dans le spectre, donc ici et ici, qui permettent d'identifier la molécule. Donc le point positif, c'est vraiment qu'on a une dissection spécifique qui permet vraiment d'identifier une espèce et de la différencier d'une autre espèce. Le problème, c'est que ces volumes d'exaltation, ils sont finalement relativement petits, ce qui limite tout de même la sensibilité. Pour terminer sur le contexte, moi, la structure métallique à laquelle je vais m'intéresser, c'est une structure inspirée du résonateur de Helmholtz. Alors, le résonateur d'Helmholtz, initialement, c'est un résonateur acoustique, comme celui-ci, qui est composé d'une cavité et d'un goulot. C'est par exemple quand vous soufflez au ras d'une bouteille sur une bouteille et qu'il y a un effet résonant qui se passe. Donc ce résonateur a été adapté à la nanophotonique. Donc on a ici une version en 2D avec une
cavité surmontée d'une fine fente et le tout est entouré de parois métalliques. Ce qui est intéressant dans ce résonateur, c'est que le champ électrique est fortement exalté dans tout le volume de la fente, qui peut être relativement grand. Donc on va avoir un volume d'interaction entre les molécules qu'on peut placer ici et la lumière qui est relativement grand. Le problème, c'est qu'en fait, il est très difficile à nanofabriquer. Donc tout ça, toutes les dimensions là sont submicrométriques. Et donc en fait, c'est très difficile de faire notamment des parois verticales, de faire une fente fine qui sera alignée avec la cavité. Donc il n'y a en fait quasiment pas d'application pratique à ce résonateur. Les objectifs de la thèse, c'est de proposer du coup des structures innovantes pour la CERA, basées notamment sur la structure de Helmholtz. Il y a une partie de modélisation des résonateurs et aussi des réponses optiques des molécules qu'on cherche à détecter, parce que ce n'est pas nécessairement connu en fait comment on va connaître par exemple les fréquences à laquelle les molécules absorbent, mais on ne va pas forcément connaître les intensités. Donc je ne vous en parlerai pas trop, mais c'est aussi une partie du travail. J'ai dû mettre en œuvre des protocoles expérimentaux et enfin analyser et décorréler les effets que j'observe. Donc tout ça, ça passe par un schéma où il y a une étude théorique, une phase de modélisation, où donc on étudie les structures avec des programmes qui modélisent les équations de Maxwell, une phase de conception d'échantillons qui seront ensuite fabriqués, et puis la démonstration expérimentale pour la vérification des effets théoriques attendus. Donc le résonateur, comme je vous disais, que j'étudie, il est basé sur le résonateur de Helmholtz qui est représenté ici en coupe. Donc on a la cavité surmontée de la fine fente et le tout est délimité par des parois métalliques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'élargir en fait la cavité. Donc si on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on augmente la longueur d'onde de résonance. Et en fait, on a fait ça jusqu'au moment où on n'a plus de murs verticaux entre deux cavités voisines. Et donc on a une couche continue, une cavité, on va dire, continue entre tous les résonateurs voisins. Donc c'est cette version-là qu'on va appeler résonateur de Helmholtz simplifié. Et il se trouve que si on regarde ce graphe-là, même quand on n'a plus de parois métalliques les séparant, la résonance de Helmholtz continue d'exister. Et cette structure, maintenant, elle est très facile à fabriquer, puisqu'en fait, c'est juste un dépôt de 3 couches et une structuration relativement simple sur la couche supérieure. Si on regarde les spectres, donc ça, c'est des travaux théoriques, des travaux de simulation. Si on compare les spectres d'un résonateur, du coup, dans sa forme simplifiée et dans sa forme originelle, on voit que pour des résonateurs qui ont les mêmes dimensions, bien sûr, on a des fréquences de résonance qui sont très proches, avec des réflectivités qui sont très proches. Et lorsqu'on va venir regarder aussi la répartition des champs, on a un champ magnétique qui est vraiment dans le volume de la cavité, comme pour le résonateur originel, et surtout le champ électrique qui est lui confiné et fortement exalté dans tout le volume de la fente. Ici, c'est un volume relativement petit, mais on peut l'agrandir. Ce qui est très intéressant donc, pour notre exaltation d'effets lumière-matière et d'absorption des molécules. Alors avant de passer à ça, je vais vous montrer des résultats expérimentaux. Donc ici, c'est juste une vue 3D du résonateur. Ici, c'est une photo prise au microscope. Donc vous voyez 16 échantillons avec les différences de couleurs en fait, sont dues au fait qu'on ait des différences de largeur de fente et de période. Et ici, 2 images qui ont été prises au MEB, au C2N. Donc ces échantillons, on va les caractériser expérimentalement grâce à un spectromètre à transformer de Fourier au laboratoire ONDA, donc du DOTA à l'ONERA. Ici, un exemple de spectre expérimental, donc c'est le spectre rouge. La résonance de Helmholtz, elle se produit ici, à 7 microns. Elle est quasi totale, enfin l'absorption est quasi totale, donc en fait la réflectivité est quasiment nulle, donc ça veut dire que toute l'énergie est absorbée par le résonateur. On a un très bon accord avec la courbe de simulation, qui est la courbe bleue. Et ici, on a 2 autres petites résonances qui sont en fait d'autres modes qui maintenant peuvent exister dans ce résonateur, puisqu'on a libéré en fait les contraintes qu'imposaient les parois. On a également étudié expérimentalement la stabilité angulaire. Donc ça veut dire qu'on a fait varier cet angle θ là, c'est-à-dire initialement, je regardais pour une onde qui arrivait perpendiculairement à la surface, et là, je vais faire varier l'angle d'incidence. Ce qu'on voit, c'est que la résonance reste très stable, que ce soit au niveau de la longueur d'onde, mais aussi au niveau de l'absorption. On a une absorption quasi totale, quasiment tout le long, donc ici entre des angles entre 10 et 60 degrés, et toujours un excellent accord entre l'expérimental et la simulation. Cet aspect il est très intéressant parce que lorsqu'on va vouloir intégrer notre résonateur dans un système optique ou dans un capteur de molécules, on va vraiment avoir une grande liberté, puisque en fait, qu'on se place avec un angle d'incidence de 10, de 20 ou de 50 degrés, on aura a priori des résultats qui seront identiques, on n'aura pas juste un point de fonctionnement.
Donc, comme je vous disais, on a cherché à appliquer ce résonateur à la détection de molécules. La molécule sur laquelle j'ai travaillé, c'est une molécule qui s'appelle le dinitrotoluène, DNT, qui est une molécule précurseur d'explosifs et qui notamment signale la présence du trinitrotoluène, donc du TNT. Donc, c'est la molécule qui est représentée ici. Je l'ai diluée dans un solvant, je l'ai ensuite déposée sur mes résonateurs, et donc une partie du DNT va se déposer sur les barreaux, et puis une partie va se mettre dans les fentes, qui est vraiment la zone active qui va permettre d'exalter l'absorption des molécules. Ici, ce sont des spectres expérimentaux, donc c'est 9 spectres correspondant à 9 résonateurs différents sur lesquels le DNT a été déposé. Et en fait, il y a 2 effets qu'on peut voir. Un premier effet qui est un léger effet de décalage entre donc, la courbe bleue qui est avant le dépôt et la courbe rouge après le dépôt. Et puis, donc, il y a en fait dû à une différence d'indice légère. Et puis, des sauts dans les spectres qui correspondent à l'exaltation des absorptions du DNT, des principales absorptions que j'ai notées oméga 7, 14 et 16. Donc, vous pouvez le voir ici, 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 voilà, un petit peu partout. Ici, ici, on voit bien aussi. Qui sont vraiment donc des absorptions signatures du DNT et qui donc nous permettent de l'identifier et de le détecter. Suite à cette partie détection de molécules, on a réussi à trouver quelque chose d'assez intéressant. Alors, en général, quand on design un résonateur, on va faire en sorte qu'il absorbe le plus d'énergie possible, qu'il soit le plus parfait possible. C'est le cas qui est illustré ici en trait plein, qui est appelé le couplage critique. Ça, peu importe. On a aussi regardé ce qui se passait quand on avait un résonateur qui absorbait pas très bien de base, qui n'était pas si intéressant que ça, donc la réflectivité est relativement haute, c'est le cas qui est un pointillé ici, et qu'on appelle surcouplage. Et on s'est dit, si on met un matériau absorbant dans la fente, donc comme une molécule par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, vous voyez 2 spectres théoriques de 2 résonateurs, donc un qui a une absorption totale, et l'autre qui a une absorption, on va dire, moyenne. Lorsqu'on vient mettre un matériau absorbant dans la fente, donc pour modéliser une molécule, on voit que les différences de réflectivité, en fait, elles sont bien plus grandes quand on part d'un résonateur qui est initialement relativement désaccordé d'un point de vue de l'absorption que quand on part d'un résonateur qui initialement était en fait parfait. Ça illustre le fait que ce résonateur, qui est donc qu'on appelle surcouplé, a une plus grande capacité d'absorption. Donc ça va être très intéressant et ça n'a jamais été utilisé en fait dans la littérature. Tout le monde utilise toujours des résonateurs qui initialement sont vraiment très bien accordés et ensuite viennent rajouter des molécules. Mais ça illustre le fait qu'il faut accorder l'ensemble et que grâce à ces résonateurs, on va pouvoir observer des différences de réflectivité, d'absorption beaucoup plus grandes. Ils ont un autre avantage, c'est qu'ils ont une résonance qui est relativement large, c'est ce que je vais vous montrer sur la slide suivante. Et puis, grâce à eux, on peut penser à faire un capteur en fait, où on ciblerait que certaines fréquences, et donc on pourrait se passer d'un spectromètre et donc faire un capteur beaucoup moins cher et portable. Alors, ce spectre est un spectre expérimental, donc d'un résonateur surcouplé, c'est le résonateur que vous voyez en bleu avant le dépôt de molécules, sur lequel je viens aussi déposer mes molécules de DNT. Et vous voyez que là, les différences sont quand même beaucoup plus visibles. Donc, on a des différences de réflectivité. On voit vraiment les 3 principaux pics très, très bien. Et on voit aussi beaucoup d'autres pics, de petits pics ici, qui vont encore plus permettre de détecter et d'affiner notre détection, d'éviter qu'il y ait des fausses alarmes, par exemple. On a une résonance qui est large, c'est-à-dire qu'on a un seul résonateur qui permet d'exalter toutes ces absorptions à la fois. Et donc, on va pouvoir aussi comparer ça donc avec d'autres molécules proches. Donc, c'est ce qu'on a fait avec une molécule qui s'appelle l'amino-DNT. Donc, on rajoute un groupe amine sur notre cycle. Et donc, expérimentalement, on a regardé un petit peu ce qui se passait et on voit qu'on va pouvoir en fait facilement discriminer, par exemple, des absorptions, donc celle-ci et celle-ci, qui permettent de dire que ces 2 espèces ne sont pas du DNT. Et donc, on a vraiment cette discrimination expérimentale possible d'espèces proches qu'on espère étendre à d'autres espèces chimiques. Donc très brièvement, ces résonateurs de Helmholtz, on les a aussi passés dans une configuration en transmission. Donc là, on va regarder la lumière qui passe à travers le résonateur. Pour ça, on rajoute un réseau en dessous où initialement il y avait un miroir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une transmission qui est très haute à la résonance. Donc ça peut être très intéressant pour faire des filtres, par exemple. Et une stabilité angulaire qui est toujours très bonne. L'exaltation du champ électrique est toujours très importante dans les volumes des fentes et il est homogène. Donc, on va pouvoir également appliquer ces résonateurs à la Cera. Ici, c'est une courbe théorique pour toujours le DNT. Donc, on voit bien les principales absorptions de la molécule.
Donc en conclusion, j'ai montré qu'on pouvait adapter le résonateur de Helmholtz optique vers une forme simplifiée, que cette forme simplifiée gardait les mêmes propriétés que la forme originelle, notamment la forte exaltation du champ électrique dans tout le volume de la fente qui peut être relativement important. On a appliqué ces résonateurs donc, pour la spectroscopie infrarouge exaltée de surface. On a montré expérimentalement qu'on pouvait les utiliser pour cette technique. Et surtout, on a proposé un nouveau paradigme basé sur l'étude du couplage et montré qu'en fait, on avait des résultats meilleurs si on partait d'un résonateur qui était initialement surcouplé, donc qui était peu absorbant initialement. Et ça nous a permis d'atteindre des seuils de détectivité beaucoup plus bas. J'ai montré qu'on pouvait donc différencier le DNT d'autres espèces explosives proches. Et enfin, je vous ai proposé rapidement un exemple de résonateur en transmission qui peut être également appliqué à cette technique. Dans les perspectives, pour la suite de ce projet, c'est vraiment de créer un capteur de CERA qui va utiliser ces résonateurs simplifiés et qui se passera d'un spectromètre. Donc l'idée, ce serait de faire une matrice qui permettrait de cibler chacune une absorption d'une molécule. Et selon l'intensité recueillie, on pourrait dire si oui ou non il s'agit de cette molécule. Il y a également une potentielle application à un autre effet qui est l'effet Raman, mais ça doit encore être pas mal creusé. On étend aussi ce concept à la gamme TR-Hertz, qui est donc une gamme de fréquences voisine de l'infrarouge, avec la thèse donc, de Laura Paggi, qui étudie les absorptions des molécules dans le TR-Hertz pour également permettre de les détecter. Et puis enfin, donc, avec les structures en transmission, on peut aussi s'intéresser au filtrage spectral. Donc ma production scientifique, un article publié, un article soumis, un article en cours d'écriture et un brevet sur le détecteur à base de structures surcouplées qui a été accepté, et ensuite des communications dans des conférences. Voilà, je vous remercie toute mon équipe Nano au CIO, et puis mes encadrants, et vous de m'avoir écouté.